et bienvenue. Bonjour, merci de nous retrouver pour un super essai. Pourquoi un super essai? Parce que c'est une nouveauté 2023 avec le Honda CL500, le Scrambler sous le soleil. Nous sommes à Séville, en Andalousie, donc il fait tout le temps chaud et pourtant nous sommes au mois de mars seulement. Et avec des écarts de température complètement dingues, ce qui nous a aussi permis de tester l'équipement entre les 12 degrés du matin et là il doit faire 35 ou 39, je sais pas, sous le soleil. Ouais, 30 à l'ombre c'est sûr, donc au soleil ça chauffe. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous fait miroiter Séville, 30 degrés et tout, il faut quand même qu'on vous fasse voir. C'est bien de voir la moto, mais qu'on vous fasse voir aussi la ville. Et on vous a prévu un super petit bonus à la fin, donc restez jusqu'au bout. Séville, c'est le lieu d'embarquement de Christophe Colomb pour de nouvelles aventures à la découverte du Nouveau Monde. Et bien, le Nouveau Monde, c'est le Scrambler pour Honda parce que les Scramblers chez Honda, eh bien, il fallait remonter jusqu'en 1962 avec le CL72. À l'époque, c'était vraiment ce numéro qui indiquait le Scrambler avant de reprendre la motorisation et la cylindrée avec les CL250 en 68, puis le CL350, enfin le 450 pour revenir à un 400 en 1998. Ça vous donne l'idée de l'histoire du Scrambler chez Honda, mais ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'on n'en avait pas vu et bien on se retrouve avec une base commune. Ah bah oui, là c'est la fameuse base 500, donc où il y a l'ACB 500R, l'ACB 500F, la X et la Rebelle. On les a toutes essayées de toute façon et puis il en manquait une cinquième qui est maintenant effectivement le Scrambler. On retrouve cet esprit rebelle, mais surtout ce que l'on retrouve, eh bien, c'est un look de Scrambler et ça se détermine comment un look de Scrambler pour ces machines qui sont censées aller un petit peu en hors-piste et c'est un petit peu l'idée ici. Eh bien, c'est déjà au niveau du guidon, c'est l'une des différences par rapport à une Rebelle toute simple, c'est un guidon relevé. Sandrine l'a bien noté. L'échappement position haute. Alors, objectivement, quand même, oui. L'échappement originel du CL72, il était quand même beaucoup plus sympa avec un 2 en 1 en 2 ici, vraiment 2. Mais on a demandé aux ingénieurs pourquoi ils n'ont pas fait exactement la même chose. Ils nous ont tout simplement expliqué que les Euro 5 et toutes les contraintes de normes à la fois anti-pollution et puis de bruit font que ils ont de très très grosses contraintes qui expliquent cet échappement. Même s'ils ont essayé avec ces petits ajours de retrouver un peu l'esprit du Scrambler originel. À noter que son bon point, c'est qu'il ne chauffe pas. Et ça, on pourrait citer d'autres Scramblers concurrents, je dirais, y compris dans d'autres cylindrées. Le problème de certains Scramblers concurrents, c'est soit c'est le moteur qui chauffe énormément, et celui-ci, il n'y a rien. Et pourtant, Dieu seul sait, il faisait chaud aujourd'hui pour le sentir dans les tours. L'échappement non plus, Sandrine qui l'a conduite, eh bien, elle n'a pas du tout souffert de la chaleur de l'échappement. En tant que passager. En tant que passagère. Bah oui, moi, a fortiori, devant, j'ai absolument rien senti. Alors, ce que l'on trouve également, eh bien, caractéristique un peu Scrambler, c'est cette fourche un petit peu avec ses soufflets noirs, cette fourche de 41 mm avec du débattement. Et c'est l'une des caractéristiques de ce Scrambler, c'est des débattements bien supérieurs, 150 mm à l'avant et quasiment la même chose à l'arrière, ce qui va permettre vraiment d'aller à l'extérieur. Et pour autant, dans la conduite, on le verra, contrairement à d'autres Scramblers avec des débattements un tout petit peu plus importants, on pense notamment à une Fantic Caballero 500 qui elle a tendance à plonger très vite. Ici, la Scrambler, elle plonge pas au fort freinage, elle est hyper saine, que ça soit en solo et puis en duo. Le duo qui donne beaucoup de confort à cette Scrambler. La selle est super confortable. Ça c'est bien parce qu'effectivement on a pas mal aux fesses. Le pot, on l'a dit, il ne gêne pas. Il n'y a pas de poignée, mais pour une fois, je vous dirais que c'est pas gênant parce que de toute façon, vous vous tenez au pilote et en cas de fort freinage, le réservoir est pas loin pour amortir. Le petit bémol, c'est les repose-pieds passagers qui sont, vous le voyez, super hauts. C'est aussi haut qu'une sportive. Et en plus, ils sont décalés entre la gauche et la droite. Et du coup, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure de route, souvent, quand je descendais de la moto, j'avais mal au genou droit. Donc, je pense qu'avec le temps, on trouve sa bonne position, mais c'est le petit bémol. Alors, on va dire que c'est bien pour aller faire une petite virée entre potes. Voilà, de toute façon, Scrambler, c'est un peu son ADN. On ne va pas aller faire la France entière. Ça le fait pour des petits trajets. Pourtant, Honda nous a assuré qu'il y avait des packs travel, etc. Et effectivement, déjà ici, ce n'est pas le Scrambler d'origine. Il y a quelques petits accessoires, comme ce saut de vent,
Protège-main. Comme les protège-mains, comme une plaque Qu'on voit de ce numérotée côté. à l'arrière. Et Et garde-boue. puis ce garde-boue supplémentaire, parce qu'en fait on conserve le petit garde-boue avant qui fait vraiment la caractéristique et le caractère aussi de ce scrambler, quelque chose d'assez trapu. Et puis en dessous, on retrouve des pneus Dunlop Trailmax. J'avais un a priori un peu négatif. En général, ces pneus qui sont pas vraiment pour de la route et pas vraiment non plus pour faire du off-road, ils donnent pas toujours confiance. Bon, là, il montait en température, c'est vrai que la température extérieure était bonne, mais on a vraiment accéléré le rythme. Alors, j'ai pas touché les repose-pieds avec le débattement et la hauteur qu'il y a sur cette moto. Franchement, il faut y aller, contrairement à la Rebelle, pour arriver à faire toucher les cale-pieds. Mais Damien, qui était avec nous aussi, lui a réussi à commencer à faire toucher les cale-pieds. Donc, c'est possible, mais ça vous donne juste une idée de ce qu'on en est capable de sortir de ce petit moteur, car on reste sur le 471 cm3 Honda. Avec 46,6 chevaux. Eh bien oui, à 8500 tours. Et puis c'est 43,5 Nm de couple à 6250 tours. Ils ont vraiment visé la frontière pour le permis à deux, quoi. Oui, Il fallait qu'elle soit homologable à deux, et elle l'est, mais à quelques... Oui, c'est les 47 chevaux à deux. Du coup, elle n'est pas bridée. Et ça, c'est un vrai bonheur. Pourquoi? Parce que souvent, les bridages sont plus ou moins bien réussis. Et là, on peut en extraire vraiment la substantifique moelle. Ce scrambler, il chante comme Carmen. Pourquoi je dis Carmen? Parce qu'on est à Séville, l'opéra de Bizet, naturellement, ou Prosper Mérimée, puisque l'histoire est basée là-dessus. Mais cette petite machine est vraiment très, très cohérente avec un soin du détail relativement important, notamment avec tout ce noir partout, aussi bien au niveau du cadre qu'au niveau des roues. Alors avec cette petite particularité pour ce modèle-là, on retrouve cette petite bande blanche également de rappel. Pourquoi? Parce qu'il y a ces accessoires. Mais en attendant, la machine est relativement homogène. Et s'il n'y avait quand même cet échappement, désolé d'y revenir un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il n'est pas du plus bel effet. Bon, puis côté technologie, ils ont repris le petit écran rond LCD de la Rebelle. Oui, qui donne un petit côté old school, qui correspond bien au scrambler. Ça donne les informations basiques, mais suffisantes. On va dire de toute façon, pour une fois, il n'y a pas plein d'électronique partout, parce qu'à part l'ABS qui est obligatoire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de centrale inertielle et je ne sais quoi, c'est une moto simple. C'est une moto simple, mais pour autant, l'embrayage, il est juste top. Ils disent qu'ils ont mis un embrayage à glissement assisté. Il n'y a pas de shifter, mais en attendant, cet embrayage se passe tout seul, comme dans du beurre. Franchement, c'est rare d'avoir une boîte de vitesse aussi précise, agréable, avec un embrayage qui n'est pas dur. Ça fait penser également à d'autres scramblers que j'ai en tête qui vous musclent les mains. Ici, ça passe, mais vraiment tout seul. En fait, c'est une Honda dans son ADN, tellement elle est facile de prise en main au bout de 10 mètres. Vous savez que c'est une Honda et que vous l'avez déjà en main. Bah oui, et en plus, la hauteur de selle, 790 mm. Donc pour une fois, c'est pas haut, y compris pour moi qui fais 1,60 m. Je suis sur la pointe des pieds, mais franchement, comme le poids est correct, 192 kg, ça va. Quand la hauteur de selle est un petit peu haute, mais que le poids est léger, ça ne se ressent pas. C'est vraiment la machine idéale pour toi? Côté moteur, côté agrément, on sait que c'est une Honda, c'est facile, vous montez dessus, boum, ça cale pas, ça broute pas non plus. Bref, le petit bicylindre fait son job. Ce qui est un petit peu déconcertant au début, c'est en fait que effectivement, c'est le réservoir de la Rebelle, il est tellement étroit que pour serrer la machine, c'est pas évident, quoi. Faut vraiment se forcer, parce qu'elle est super étroite. Elle est super étroite, par contre, ça, c'est plutôt bien foutu, d'autant plus que les cale-pieds ici sont un peu des cale-pieds, je dirais, tout-terrain. Ce qui fait que pour partir en tout-terrain avec, on se met debout sur les cale-pieds. Du coup, il y a les genoux qui se mettent ici parfaitement. Et comme le guidon est relevé également, on a une très très bonne prise en main. En fait, c'est un peu comme la 500X pour ceux qui pensent au trail chez Honda, mais 7 kg de moins quand même, donc c'est beaucoup plus léger. La selle est plus basse. Donc en fait, pour quelqu'un qui veut une machine un peu haute, qui éventuellement veut aller dans du tout-terrain, c'est un grand mot, mais hors bitume, dans du chemin, en fait, elle est vraiment faite pour ça. Et le compteur, même sous le soleil, il s'est relevé hyper lisible, d'autant plus qu'on peut le régler au niveau luminosité. On a ce qu'on appelle ici un LCD inversé, donc on est sur fond noir. C'est très lisible, il y a quand même le rapport engagé, il y a la conso instantanée.
Il y a le double trip partiel plus le totalisateur. Juste ce qu'il faut. Il y a une jauge à essence avec 4 bâtons et avec une conso que l'on en duo pendant toute la journée qu'on a estimé d'après l'ordinateur de bord entre 3,7 et 3,8 litres au 100. Sachant que la conso annoncée par Honda, c'est 3,6 litres. Et je pense qu'on peut faire encore mieux parce que franchement sur les petites routes en duo et puis en étant plutôt entre deuxième, troisième rapport, parce que le troisième rapport c'était vraiment le rapport idéal sur les départementales qui tournicotent énormément. Non, franchement avec son réservoir de 12 litres on a largement 300 km d'autonomie et je pense même plus pour ceux qui vont encore nous dire non mais vous tapez trop dedans, moi je fais 350, peut-être 400 km, vous nous le direz pour les futurs propriétaires si vous avez réussi à en faire autant. Bon, assez parlé. Oui, il faut peut-être prendre le gant, les casques. Voilà, tu vas aller nous raconter ça en embarqué. Allez. Nous voilà avec cette petite CL 500 Honda. Avec une clé sur la gauche, on retrouve un peu le principe de la Rebelle. Le bicylindre s'ébroue. Le son est assez sympa en gras. Et les premiers tours de roue sont vraiment simplissimes. Je dirais même que la maniabilité est plus qu'au rendez-vous. Il y a un degré de chasse à la roue différent par rapport à la Rebelle. Dès qu'on arrive dans les petits virages, c'est sympa. Le moteur, il tracte vraiment bien. On va plutôt se mettre sur le troisième rapport sur ce type de petite route, même si il n'y a aucun souci pour monter sur le sixième et dernier rapport, mais qui va manquer un peu de reprise, où là il faut attendre avant que ça revienne, d'où la raison pour laquelle on va descendre ces rapports avec une moto mais d'une légèreté. C'est pas insultant de dire que c'est une 125, mais avec ces petits 46,6 chevaux qu'il ne faut pas hésiter à aller cravacher un tout petit peu. On sent qu'il y a besoin de monter dans les tours. Par contre, les reprises sont très bonnes, voire excellentes, notamment à bas régime. Et bien oui, ils ont un petit peu triché par rapport à la Rebelle. Ils ont rajouté une dent sur la couronne arrière, ce qui donne effectivement cette impression d'un moteur beaucoup plus rageur. Alors le frein arrière est un honnête ralentisseur, par contre le frein avant a plein de mordants. Malgré ce simple disque, on pourrait se dire ah bah tiens, aujourd'hui il faut vraiment du double disque pour avoir un minimum de freinage. Or le freinage, franchement, il est à la hauteur de la machine. Ils ont réussi au niveau de l'échappement à vous donner ce brop un tout petit peu à bas régime. Ça part un peu plus dans les hauts régimes dès qu'on accélère et qu'on monte dans les tours. Et la moto est vraiment facile. Même à 110. Et le freinage, s'il n'y a pas une vache au milieu de la route, c'est bon. Et on va jongler un petit peu avec la boîte, mais mine de rien, si on veut améliorer les reprises, et notamment en duo, où il y a une vraie différence de comportement de la machine, beaucoup plus placide en duo, mais beaucoup plus facile également. Il ne faut pas hésiter à rajouter un peu de précharge à l'arrière, sinon avec le réglage à 3 au niveau des 5 niveaux de réglage de la précharge à l'arrière, c'est un peu souple, et surtout en duo ça se désunit assez facilement, alors qu'une fois qu'on en a rajouté un tout petit peu, voire garder pour le solo un réglage presque fait pour le duo, bref, on durcit et c'est nettement plus sain. Et les Dunlop Trail Max qui donnent un peu initialement un a priori, en fait se révèlent très bien. Il y a une bonne accroche, un bon toucher de route. En fait, ils mettent en confiance
alors qu'on a récupéré les motos avec des pneus neufs en fait. On notera l'absence de vibration de ce bicylindre qui est vraiment hyper souple, hyper joueur, sympa, et avec une excellente rétrovision de ces petits rétroviseurs malgré tout, et sans voir de vibration dedans, quel que soit le régime. En fait, il est vraiment doux ce bicylindre. Bon, la 4, hein, on le voit, si je suis descendu un petit peu trop, il faut attendre, et on sent le coup de pied au cul très léger à partir de 6000 tours, au moment où on commence à arriver en fait à la plage et au couple maximum. Et on pourrait se dire qu'une machine à deux, eh ben, ça manque un peu de peps. Et ben loin s'en faut. C'est juste ce qu'il faut de joueurs pour vous catapulter. Là on est en 4 encore une fois. C'est un petit peu juste. Ce qui fait qu'on préférera redescendre un rapport. Et il faut surtout ne pas hésiter à bien serrer la machine. Sinon ça bouge très très vite. Ça paraît logique. Mais il y en a qui sont un petit peu moins sensibles. Et pour autant pas vraiment besoin de jouer du sélecteur. Même si on commence à fond de 3 à sentir les vibrations. Voilà, en conclusion, comme tu dis, c'est vraiment une Honda ultra facile à prendre en main. Le poids se fait pas du tout sentir. Les freins, les vitesses, tout marche impeccablement. La selle est confortable, ce qui est quand même bien parce qu'on pourrait avoir peur. Elle chauffe pas. Après, il y a d'autres scramblers sur le marché. On pense à La Fantic Caballero 500. Oui, sans parler de la 700 qui est sortie cette année. Oui, mais déjà, on va rester à un niveau de prix à peu près équivalent. C'est vrai que bon, là, la Fantic, elle a le look pour elle. Moi j'adore, je suis fan. Par contre, c'est un monocylindre. Voilà. Et là, avec ce bicylindre, pour ceux qui veulent une machine facile de prise en main, il n'y a rien à voir. Tellement ce bicylindre ne se sent pas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un 3 ou un 4. Hein. C'est un bi, mais il est tellement onctueux, tellement facile, tellement souple. C'est une de ses caractéristiques. Hein. Vous pouvez rouler sur le 6e et dernier rapport en ville à 40 km/h. Ça va vous ramener. Par contre, oui, sur les petites routes, vous serez plutôt entre le 3e et 4e rapport. Et quand on est en duo, par contre, là, on sent vraiment la différence. C'est-à-dire, on se dit, une 500, c'est bien pour le duo. Bah oui, c'est bien pour le duo. C'est faisable. Maintenant, par rapport à tous les tests que j'ai fait ou les kilomètres que j'ai fait en solo, Sandrine est légère, c'est un poids plume, mais on sent que le 500, il faut quand même lui taper dedans, descendre 2 rapports en duo. Alors qu'en solo, la machine, elle est très pétillante. C'est une machine très homogène. Malgré son simple disque à l'avant, ça freine très bien. Même le frein arrière est plus qu'un honnête ralentisseur. On se disait que c'était une machine simple, mais ce n'est pas une machine à l'économie. Pour autant, voilà, full LED avant-arrière, une machine, encore une fois, qui se prend en main toute seule. Et il y a une autre concurrente aussi, pas dans la même tout à fait dans la même catégorie. Non, mais avec une histoire. Bah oui, la Royal Enfield Scram 411. Alors, elle a un super look aussi, ils ont bien réussi à moderniser la marque. Par contre, les chevaux et les newton-mètres ne sont pas équivalents. Ben non, sur une machine beaucoup moins puissante, c'est également un monocylindre. Non, franchement, sur cette gamme de prix-là, parce que après, si oui, on ne vous a pas dit le prix encore. 6 990 €. Oui, bon, 7000, il faut arrondir, il ne faut pas exagérer. D'autant plus que si vous rajoutez ces petites choses-là, si vous prenez le pack travel, si vous prenez, il y a un porte-paquet qui est plutôt réussi, qui permet soit de mettre un top case, soit de mettre des sacoches latérales. Tout de suite, votre prix va augmenter, mais le prix est plutôt homogène, en sachant que, après, c'est une question de style. Quand on pense à la Hornet, qui est sortie cette année, qui est quand même une 750, qui est à quelques centaines d'euros près, exactement la même chose. Voilà, si vous voulez un petit roadster hyper performant, plus de cylindrée, disponible en A2, vous irez naturellement sur la Hornet. Si vous voulez un look un petit peu plus cool, et pour autant une machine qui est vraiment sympa au quotidien, vous irez plutôt sur ce scrambler-là. Alors bien sûr, il y a d'autres scramblers, hein. On pense au scrambler Triumph, y compris en 900 cm3. Ah oui, après tout de suite, on va grimper en prix. Et chez Ducati, on va grimper en cylindrée et surtout en prix pour d'autres prestations également. Mais pour ceux qui veulent une machine accessible sur le plan tarifaire et avec un réseau Honda,
Oui, et puis une garantie de 5 ans sur chaque modèle Honda. Je veux quand même souligner, parce que souvent, je me souviens de nos émissions, quand on présente les nouveautés Honda, les coloris, c'est gris, noir, noir mat. Et ben là, ils ont fait des efforts. Ah bah oui. C'est cool. C'est pour Vous ça avez qu'on vu ce superbe orange qui change au moins. Ils ont un bleu pétant, pétant. bleu royal presque. Voilà. Bon, et puis bien sûr, après, on retrouve le noir et on retrouve un kaki. Mais au moins, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Et ça sera presque la conclusion. On part pour le bonus maintenant. C'est parti pour le bonus. Surtout ne pas oublier le bonus à moto, à pied, par tous les moyens de transport. Allez, en voiture, parti. Sandrine, c'est parti. Chin. Salute, on est en Salute. Espagne quand même. Voilà. Bon, c'était cool cet essai, non? Eh bien oui, mais c'est quand même dommage de venir essayer, quoi, même de rouler à moto. Et puis de ne pas s'arrêter à Séville, dans le centre-ville. Franchement, il faut au moins passer une journée à Séville pour savourer, profiter de la vie, s'arrêter à une terrasse, Une sangria, blanche ou rouge. sentir les orangers. C'est absolument, on est au mois de mars et toutes les rues sentent les orangers. Ouais, c'est juste fabuleux. Oh, c'est pas une blague, vous Non. vous baladez dans les rues, ça sent la fleur d'oranger partout. C'est juste magique. Marcher dans les petites ruelles, piétonne à 100%. Donc là, il faut vraiment avoir laissé la moto, mais ça vaut le coup. Et puis, il faut quand même voir la fameuse cathédrale, qui est quand même la cathédrale la plus grande du monde. Oui, pas la basilique. Des basiliques, il y en a des plus grandes. Mais la cathédrale, on a bien dit. Et où il y a la tombe du fameux Christophe Colomb. Eh oui, 1492. Et oui, tout est parti de Séville. Et puis après, il faut aller marcher vers la place de l'Espagne. Sans oublier le palais de l'Alcazar, c'est-à-dire le palais où tout se décidait, et notamment le départ de Christophe Colomb. Et franchement, c'est sublime. C'est pas le musée typique. Et les gens sont détendus, il fait chaud, il fait bon, on profite des terrasses de café. Il faut s'arrêter ici, c'est vraiment super sympa. Bref, on vous en a dit beaucoup maintenant. Chin, salut. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Un corazón destruido no deja de palpitar, de palpitar. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está.
découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner pour retrouver tous nos essais de millésimes 2023, 2024, 2025 parce que ça continue depuis 24 ans déjà, donc ça va continuer pas mal d'années encore. N'oubliez pas aussi notre hebdo du dimanche, le rendez-vous de l'actualité tous les dimanches matins à 7 h. Et d'ici le prochain essai ou le prochain hebdo, et ben on vous dit à ciao, Ciao. salute. Salute. Mi amor es franco y